Salut Aldo, Hey, ça salut! fait, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu en vidéo. Je crois que la dernière vidéo qu'on avait faite, donc la première et la seule, c'était il y a un peu plus d'un an, je crois. C'était il y a plus d'un an dans un parking, ouais. Voilà, c'est ça, ouais, 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 dans ta ouais. voiture. Mais depuis, il s'est passé pas mal de trucs, je pense. Ouais. En fait, je vais expliquer aux gens qui nous regardent la raison pour laquelle on a voulu faire cette vidéo, c'est que on a discuté quelques fois au téléphone et on s'est rendu compte qu'on partageait tous les deux la même inquiétude par rapport à ce qui était en train de se passer dans cette crise du coronavirus qui a l'air interminable, les proportions que c'est en train de prendre. Et on voulait juste échanger, partager nos analyses respectives sur ce qui est en train d'arriver et sur ce qui pourrait arriver, d'après nous. Ouais. Donc, déjà, je vais commencer par une question. Quel est ton sentiment sur ce qui est en train de se passer, sur cette crise et sur ce qui est en train d'arriver en Angleterre et même plus généralement en Occident? Tu vois, personnellement, je suis en train de le vivre dans l'inquiétude. Ça signifie qu'aujourd'hui, il y a une accélération, il y a un certain nombre de choses qui sont arrivées. Elles auraient été impossibles, inimaginables l'année dernière. Si en 2019, on avait dit aux gens en Europe ou dans un pays libéral comme le Royaume-Uni, on leur aurait dit le nombre de personnes que vous voyez, que vous recevez chez vous, y compris de votre famille, deviendra une affaire de police, les gens ne l'auraient pas cru. Les gens auraient pris une personne qui parlerait comme ça, l'auraient prise pour un parano complet. Ils ont dit ce n'est pas possible. Et moi, aujourd'hui, je commence à revivre, si tu veux, je commence à vivre cette situation, peut-être comme un Africain, j'allais dire. J'ai déjà vécu en Afrique. Donc pour moi, il y a des réminiscences, il y a des rappels, il y a certains mots-clés qui peuvent soudainement me plonger dans une réalité que je croyais avoir quittée. Quand par exemple, on a le Premier ministre qui dit je ferai appel à l'armée si vous n'obéissez pas. C'est vrai que moi, la dernière fois qu'un État a fait appel à l'armée, on avait les tanks dans la rue, on avait la mitrailleuse de 50 qui déchirait la nuit à 3 heures du matin, et on a eu beaucoup de morts aussi. Donc c'est vrai que ça me rend très inquiet. Ça me rend très inquiet, et ceci a bien sûr transparaît de manière très nette dans mes dernières vidéos, parce que dans mes vidéos, je suis ce que je suis. Je ne suis pas en train de faire du social media, du sens Instagram, dans le sens où on trouve des Instagrammeurs qui louent une Ferrari ou qui vont se photographier pendant une demi-journée pour se photographier avec. Euh, Qui vous et explique en comment fait, devenir milliardaire? et qui explique comment devenir milliardaire alors qu'ils vivent chez Hmm. papa-maman. Non, c'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est de la reality TV, de la reality TV dans le sens vrai du terme, dans le sens où voilà, what you see is what you get. Si je Mhm. suis déprimé aujourd'hui, je viens de te parler, ben, je serai déprimé, c'est tout. Hein. Et si je suis euphorique, ben, tu verras que je suis euphorique dans la vidéo. Ces derniers temps, les gens ont pu voir que j'étais inquiet dans mes vidéos et c'est une inquiétude Je réelle. pense que j'ai l'impression que de par ton passé, ce que tu as vécu, et moi personnellement, de par mon histoire, on dit souvent que les Juifs, je crois que c'est Elie Wiesel qui disait que les Juifs, ils ont des antennes et quand les antennes, elles commencent à bouger, il faut un peu s'inquiéter. C'est vrai que on habite en Angleterre. En Angleterre, on a vu des choses qui étaient inimaginables il y a un an. Tu as mentionné l'armée. Moi, il y a quelque chose qui m'a vraiment choqué, c'est que le ministre de la Santé, ou ministre de l'Intérieur, je ne sais plus, qui a dit qu'il encourageait les citoyens à dénoncer ceux qui ne se comportaient pas bien euh, par rapport au Covid. Ça, si tu veux, c'est... Ouais. Comment tu... Qu'est-ce qui est en train de se passer d'après toi? Comment tu expliques tout ça? Écoute, moi, je n'aime pas ce que je suis en train de ressentir. Et j'aimerais me tromper. J'aimerais me réveiller un jour et dire, tu vois, on a failli avoir peur, on a failli nous inquiéter, mais finalement tout va bien. Euh, Si tu te souviens, on a commencé à parler au sujet des événements récents il y a à peu près 3 mois, deux, trois Mhm, mois, 3 mois. Et il y a 3 mois déjà, quand je te parlais, tu avais déjà tes antennes qui étaient en train de signaler, les miennes aussi. mhm, Et à l'époque, on se plaignait, quand on parlait, on se plaignait que personne autour de nous ne réalise ce qui est en train de se passer. mhm. Depuis, beaucoup de gens commencent à réaliser, parce que ça prend des proportions bibliques aujourd'hui, ce qui est en train de se passer en UK. Et à l'époque, j'utilisais déjà, même dans mes vidéos, je commençais à utiliser la terminologie d'heure sombre. Je commençais à faire
des parallèles historiques. Aujourd'hui, les parallèles historiques arrivent dans les médias mainstream. Aujourd'hui, des mots comme Stasi, comme Allemagne de l'Est, comme nazification, comme les années 30, ce plus des mots que j'utilisais en privé il y a 3 mois. Ce sont des mots aujourd'hui qui deviennent de plus en plus mainstream. Des gens commencent à s'éveiller à ça. Parce qu'on crée la peur. Ça signifie, on te dit, don't mix with your neighbors. Ne va pas rencontrer tes voisins, ne rencontre pas ta famille. Mais par contre, dénonce-les. Si tu vois qu'ils reçoivent des gens, tu les dénonces. Donc en fait, ce qu'on est en train de faire, on est déjà dans une société extrêmement individualiste. Let's face it, ici, quelqu'un peut mourir chez lui, on peut découvrir son corps 6 mois plus tard. C'est la réalité. Déjà, à la base, sans Covid. Or, aujourd'hui, on pousse à la fracture. On dit chacun reste chez toi. Ne te mélange pas avec les autres. Mais méfie-toi des autres parce qu'ils peuvent te dénoncer à l'État. Et ça nous rappelle les systèmes qui ont été créés, par exemple, par la Stasi en Allemagne de l'Est. Il y a eu des cas même où, dans une entreprise, on demandait à chacun de faire un rapport sur ses collègues. Un rapport, chaque vendredi, devait donner au commissaire politique un rapport. Et tu sais pourquoi les gens étaient obligés de tout mettre dedans? Parce que si on arrêtait ton collègue pour subversion politique, on va lire ton rapport à son sujet. Et si on ne trouve rien dedans, on viendra t'arrêter et on te dira, ton collègue, on l'a arrêté. Il faisait de la subversion. Il tenait un journal où il distribuait des documents ou autres. Tu n'as rien écrit dans ton rapport à son sujet. Comment ça se fait que tu ne savais pas? Donc aujourd'hui, c'est quelque chose de terrifiant. Et quelque part, je veux pas t'inquiéter encore plus, mais j'ai entendu autour de moi des cas réels de parents qui ont dénoncé d'autres enfants, peut-être des amis de leur enfant, parce ils avaient vu ou entendu dire qu'ils étaient dans des soirées avec des gens qui auraient pu être testés positifs. Tu vois, c'est très très compliqué dans une société. On le sait, hein, en plus historiquement, quand tu as ce mélange on va dire, de peur, d'hystérie, de désinformation, parce que c'est aussi ça. Est-ce que tu penses qu'il y a une volonté derrière politique ou tu dis souvent qu'ils veulent nous amener, les hommes politiques, à une société qu'ils ont en tête ou une situation. Tu penses à quelque chose de précis? Pour ne pas braquer nos amis qui sont contre la conspiration, qui considèrent toute pensée non orthodoxe, qui considèrent toute parole qui va à l'encontre de ce qu'ont dit les médias ce matin, qui considèrent toute parole qui va à l'encontre de la position officielle des journaux, des politiques, des grandes entreprises, des grands patrons, qui la considèrent comme une position conspirationniste. Pour ne pas braquer ces personnes, je dirais que, pour faire simple, les politiques et l'État en général aiment bien augmenter son pouvoir sans limite. Et quand l'opportunité est là, ils vont toujours vouloir pousser leur pouvoir. Ils vont toujours au détriment de nos libertés individuelles. Et la seule limite finalement qu'a l'État ne va jamais de lui-même dire on a peut-être abusé, on a peut-être été trop loin. Ça n'a jamais existé dans l'histoire où un État a dit vous savez quoi, on a peut-être trop poussé. Non, chaque fois, c'est nous, ce sont les gens, c'est la société civile qui a dit stop, ça ne passera pas. Et des fois, ça s'est fait dans la guerre, des fois, ça s'est fait dans le sang. Pour gagner des droits qu'on voit rangés aujourd'hui pour un virus. Et on peut ne jamais revenir en arrière. Parce que les gens disent, regarde Boris Johnson, il y a 6 mois déjà, il disait, on a besoin d'un petit lockdown, un petit confinement, un tout petit minuscule confinement de 2 semaines, juste pour aplatir la courbe. Et puis après, on revient à la normale. Aujourd'hui, quand il parle de mesures, il dit for the foreseeable future, il dit de manière indéterminée, pour le futur, sans donner de limite. Donc, le risque aujourd'hui, c'est qu'un jour, le monde sorte complètement du Covid, qu'on oublie le Covid, qu'il n'y ait plus de Covid, mais que cette même mise de l'État sur nos vies privées, ce droit de regard et de contrôle qu'ils ont sur nous, que lui ne parte pas. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on peut se retrouver dans cette situation-là. Je crois qu'il y a des phénomènes, je crois qu'il ne faut pas oublier. Je suis d'accord avec toi sur les gens qui accusent tout le monde de conspiration, etc., dès que ça sort des rails.
il n'empêche, je crois fondamentalement, c'est ma conviction, que la plupart du temps, les gens qui cherchent des conspirations, ou ce qu'on appelle les conspirationnistes, ils cherchent des structures cachées, alors qu'en fait, les structures sont visibles devant eux. Et qu'à force de perdre du temps à chercher des structures cachées, en fait, quelque part pour moi, les conspirationnistes, c'est un peu les idiots utiles des structures visibles du pouvoir. Je vais te dire, il y a un phénomène qui est évident, mais ça fait longtemps que ça dure. Le Covid l'a accéléré, c'est l'incompétence des élites, l'incompétence des hommes politiques. Ils ont fait un choix, et d'ailleurs, c'est intéressant, ça s'est passé en France, en Angleterre, en Israël. Ils ont décidé de donner les clés du pouvoir ou de la décision aux scientifiques. Un peu comme, si tu veux, si en 1940, Churchill, qui devait décider si l'Angleterre s'alliait ou faisait la guerre à l'Allemagne nazie, au moment de décider, donc c'était la crise absolue, il avait donné les clés au chef d'état-major. Il avait dit, bon, je me mets en arrière et toi tu décides. Le chef d'état-major aurait dit, j'ai pas envie d'avoir de morts, j'ai pas envie de perdre de soldats, on est inférieur à l'Allemagne, on va s'allier. Le problème, c'est que les scientifiques, il y a une croyance en Occident de la science, mais la science est neutre, elle n'a pas de valeur, la science. Les scientifiques, ils disent en Angleterre qu'il faut dénoncer. Les scientifiques en Australie, ils disent que tu dois rentrer chez une femme enceinte parce qu'elle a critiqué la politique sanitaire et que ça met en danger la population. Donc, c'est un énorme problème, ça. Il y a un recul de la culture scientifique en Occident. Parce que l'occidental aujourd'hui commence à considérer que la science est une sorte de puits de vérité, d'où il y a une parole divine qui sort et il faut juste la suivre. Alors que la science, c'est le domaine du doute, c'est le domaine des interrogations, c'est le domaine où on a 10 scientifiques et 11 avis différents. Cette attitude scientifique réelle, le public ne la voit pas. Le public a l'impression que la science est un domaine où on a des experts qui ont des vérités et qui sont 99,9% d'accord. Le public ne réalise pas que la science est quelque chose qui évolue au fur et à mesure du temps, qu'il y a des choses qu'on considérait comme des vérités hier qui aujourd'hui sont peut-être mises en doute. On ne peut pas gérer un pays par la science parce que, regarde un exemple tout bête, peut-être un exemple extrême et trivial, mais juste pour, si on euthanasiait tous les retraités, scientifiquement, les charges sociales, ce qu'on doit payer comme retraite et comme charge médicale, baisseraient significativement. Je peux le démontrer scientifiquement. Scientifiquement, je peux mettre 100 scientifiques d'accord sur ça. Si on euthanasiait tous les retraités, on baisserait les charges sociales et médicales. Oui ou non? Scientifiquement, oui. Devrions-nous le faire? Voilà, c'est ça la science. La science, elle nous apporte un certain nombre d'éléments, mais après, il faut des décideurs derrière, il faut des gens intelligents, il faut mettre autre chose, il faut mettre en jeu son humanité. C'est intéressant. J'avais appris en cours d'histoire, je me rappelle, la société IBM avait inventé, à l'époque c'était révolutionnaire, une carte perforée. C'est un peu le précurseur des télécommunications. Et ça n'a pas empêché les nazis. Donc ça a été célébré comme une victoire scientifique majeure. Ça n'a pas empêché les nazis de l'utiliser pour dénombrer et identifier les déportés juifs. Je veux dire, la science, tu en fais ce que tu veux. En Israël, ils se félicitent, la plupart des gens sur les réseaux sociaux se félicitent du tracking. Je veux dire, le tracking, l'État peut faire ce qu'il veut avec, en fait. Et une fois que tu décides de traquer la population, d'ailleurs, on a reçu un message ce matin, on est conseillé d'utiliser l'application tracking de NHS sur nos smartphones. Une fois que tu l'as mis en place dans ton smartphone et une fois que l'État l'utilise, Covid ou pas Covid, je pense que on ne va pas éternuer sans être chopé, quoi. C'est juste une question de temps avant qu'on apprenne que les datas, comme d'habitude, ont été vendues à des compagnies de marketing, qu'un jour tu peux passer à travers, je sais pas, tu passes près d'un magasin de voitures, tu t'arrêtes un petit peu pour regarder, le tracking détecte que tu t'es arrêté, et puis peut-être le soir même tu auras des emails pour t'offrir un crédit voiture ou quelque chose comme ça. Je veux dire, après, le sky is the limit, comme on dit. Et pour te donner un exemple, dans ce pays, quand il y a eu les attentats du 11 septembre, ils ont fait passer des lois ici, des lois d'exception, qu'on n'utilisera que dans des cas où l'intérêt majeur de la nation est menacé, pour pouvoir traquer et arrêter les terroristes. Il y a des mairies ici en UK qui ont utilisé ces provisions pour essayer de trouver qui sortait les poubelles en dehors des heures de ramassage. D'accord ?
C'est ça le truc, c'est qu'on donne des libertés en disant ouais, mais cette fois-ci, c'est pour protéger nos enfants, protéger nos biens. Mais finalement, non. Finalement, tout ce qu'on leur concède, ils l'utilisent après pour abuser de leur pouvoir et Bien puis sûr. pour se faire de l'argent. C'est tout. Donc moi, j'ai Tu... peur que le Covid parte et que l'application reste. Donc je suis d'accord avec toi. Boris Johnson, je sais que depuis Margaret Thatcher, il n'y a pratiquement aucun Premier ministre britannique qui réellement est vraiment Premier ministre. Généralement, ce qu'ils sont, c'est des porte-paroles. Quand quelqu'un devient Premier ministre, ben, il va prendre un collège d'experts, entre guillemets, qui sont payés à la journée, très cher, et puis il va écouter les experts et puis il va agir selon les experts. Seulement Margaret Thatcher avait eu l'idée à l'époque d'agir elle-même. Bon. Boris Johnson n'est pas différent. Boris Johnson, il a des experts derrière lui. Deux qu'on voit tout le temps à la télé, il y a Patrick Vallance et Withe. Patrick Vallance qui passe à la télé, qui des fois nous menace, des fois fait des discours, comme si, alors qu'il n'a jamais été élu par qui que ce soit. Patrick Vallance, entre 2012 et 2018, je cite de mémoire, si je me trompe de 6 mois, ne m'en voulez pas, mais je cite de mémoire, 2012-2018, était le patron de GlaxoSmithKline, qui est GSK, laboratoire pharmaceutique. Quand il l'a quitté avec 6 millions de stock options. C'est des sortes d'actions gelées dont il peut vendre régulièrement des morceaux. Et là, arrive à maturité dans son portefeuille financier 600 000 livres d'actions du laboratoire pharmaceutique GSK. Alors voilà, c'est un gars qui est en train de nous vendre le confinement, il nous vendre les vaccins comme étant la sortie, la panacée. Voilà. Donc on a des gens qui ont clairement des conflits d'intérêts. Dans un système hystérique, tu as décrit l'hystérie, dans un système aussi corrompu, fortement corrompu, parce que les laboratoires pharmaceutiques, et ça ce n'est pas de la conspiration, chaque année payent des milliards en frais quand ils vont en justice, payent des amendes criminelles pour corruption et activités illicites. Et ils vont en justice avec leurs avocats et ils sont écoutés et ils sont condamnés. Il y a des sites internet qui collectent ce genre de cas et ce n'est pas des cas isolés. Il n'y a aucune industrie en Occident. On peut comparer toutes les industries. Il n'y a aucune industrie en Occident qui est aussi corrompue que celle de Big Pharma, que les industries pharmaceutiques. Je vais faire 2 citations, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont nous regarder, qui vont nous dire qu'on est populiste ou je ne sais pas, enfin les classifications classiques de nos jours. Le centre, j'étais très étonné, quand j'ai préparé cette vidéo, j'ai été très étonné de ça. Le centre d'éthique de l'université de Harvard, on ne va pas dire que ce soit des rigolos, en 2013, ils font un rapport sur les laboratoires pharmaceutiques. Les labos pharmaceutiques, je cite, c'est pas de moi, ont corrompu la pratique de la médecine par leur influence sur le développement des médicaments et la manière dont ils sont testés. Ils mettent très peu de temps pour examiner minutieusement les preuves. Il en résulte une augmentation des hospitalisations et des décès. La satisfaction des profits des entreprises pharmaceutiques a pris le pas sur la satisfaction des besoins des patients. Et je vais faire encore une autre citation et je m'arrêterai là. En 2005, la Chambre des communes du Parlement britannique, donc on ne parle pas encore de rigolo, House of Commons, explique que l'industrie pharmaceutique a trahi systématiquement, c'est des mots très forts en Angleterre, je n'ai pas l'habitude d'entendre ces mots en Angleterre, a trahi systématiquement ses responsabilités à l'égard de la population. Elle est, l'industrie pharmaceutique, focalisée sur le marketing bien plus que sur la recherche et, surtout très important, elles exercent une influence omniprésente et persistante sur la médecine, la recherche, les patients, les médias, les administrations, les agences de régulation et les politiques. Ils disent qu'elle est totalement hors de contrôle. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. Ces tentacules s'infiltrent à tous les niveaux. Donc là, on en revient à la question, puisque on voit que ça avance quand même pas à pas, du vaccin. Du vaccin en question, on ne sait pas pourquoi, pour qui, comment, mais en tout cas, les laboratoires pharmaceutiques nous disent qu'elles se font, enfin, on voit qu'elles se font la guerre à outrance pour sortir un vaccin. La Commission européenne vient de commander des millions de doses. On ne connaît pas exactement la teneur des discussions de la Commission européenne avec les labos pharmaceutiques. C'est complètement opaque. Quel est ton sentiment sur déjà un possible vaccin et ce qui pourrait arriver en fait en termes de vaccination de la population? Je connais l'étude de Harvard que tu as citée. Je l'avais lue. C'est une étude
inquiétante venant d'une institution aussi sérieuse que Harvard. Et effectivement, le fait que les laboratoires pharmaceutiques sont corrompus, c'est un fait non négociable. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut nier, parce que ce n'est pas des industries qui ont été condamnées de manière anecdotique. C'est régulier. Chaque année, de nombreux laboratoires pharmaceutiques, parmi les plus grands, payent des milliards. De la sorte qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils ont décidé de fonctionner en marge de la loi, parce qu'ils sont riches, parce qu'ils sont puissants, et les amendes qu'ils payent probablement ne représentent qu'une partie des revenus qu'ils ont fait en violant la loi, de sorte que c'est probablement dans leur business model, dire vas-y, continue, puis de toute façon, nos avocats nous disent que si on transgresse là, ça vaudra 500 millions devant un tribunal, mais on fera 5 milliards, donc c'est bon. C'est systématique, encore une fois. Alors, le vaccin, tu vois, moi je suis né en Afrique, j'ai été vacciné de très nombreuses fois, j'ai été vacciné contre plein de choses, j'ai étudié médecine, donc à l'époque, pour entrer en clinique, on est obligé d'être vacciné, d'avoir des vaccinations un jour, donc même en tant qu'adulte, j'ai dû me vacciner. Mais je me suis toujours fait vacciner par des vaccins qui n'ont pas été développés en 6 mois. Parce que quand on parle de vaccins ou qu'on parle même d'un médicament quelconque, moi par exemple j'ai mal à la tête, je prends du paracétamol, ou j'ai mal au dos, j'ai mal à la tête, je prends de l'aspirine, ou j'ai mal au dos, je prends du paracétamol. D'accord. Imaginons que demain on me sorte un médicament et on me dise celui-là il serait plus efficace que le paracétamol, sauf qu'il a été développé en 6 mois. Moi, je ne vais pas le prendre. Je suis désolé, je préfère garder ma douleur ou bien utiliser le paracétamol. Le problème, c'est que le cycle de développement des médicaments, des vaccins, pour s'assurer qu'ils aillent chez des humains et puis qu'ils ne vont pas les tuer, qu'ils ne vont pas causer que ce soit sur le court terme, sur le moyen ou même le long terme, exige des années de recherche. Ah oui. Et ça, et ce n'est pas une question d'argent, parce que beaucoup de gens pensent que oui, mais le vaccin du Covid a été développé rapidement parce qu'il y a une volonté politique, il y a de l'argent, parce que c'est l'intérêt suprême de la nation qui rentre en jeu. Non. Si demain, on veut développer un médicament contre le cancer et on se donne 6 mois et on se dit, on met tout notre argent, tous nos efforts, tous nos spécialistes dessus, on ne pourra pas le faire. Ça prend du temps, ces choses-là. Et ça, malheureusement, à cause du recul parce que je vais peut-être revenir à un sujet que souvent, qui fait partie de mon répertoire, c'est comme on a parlé entre guillemets, de la science du climat aux Occidentaux pendant des années, et qu'on a mis, par exemple, une gamine, Greta Thunberg, à l'avant un petit peu, ce qui est une figure de proue pour cette science-là. C'est vrai que ça a donné l'impression aux Occidentaux que la science, c'est ça. La science, c'est un mélange de paroles qui sortent de la bouche d'un enfant, c'est une prise de conscience, c'est des feelings, des impressions, ah oui, je me rappelle quand j'étais petit, il faisait plus froid l'hiver. Donc, des choses de cette nature. Et puis, ça a faussé, à mon sens, ça a faussé complètement la vision des Occidentaux de la science. De sorte que quand on va dans le Covid, on retrouve les mêmes réflexes, on retrouve des réflexes très similaires. D'ailleurs, le prince Charles a parlé il y a quelques jours, il a dit que pour lutter contre alors je paraphrase, je ne le cite pas, il a dit grosso modo que pour lutter contre le Covid, il faut lutter contre le changement climatique et créer une société plus inclusive. Voilà, donc on ne peut pas en une seule phrase montrer qu'on fait plus partie du camp du bien. Donc, il faut lutter contre l'homophobie, contre le racisme, la transphobie, le réchauffement climatique, la pollution et tout, et le Covid partira. C'est n'importe quoi, ça n'a aucun sens. Les sentiments sont bons, j'ai rien contre ces sentiments, mais ils racontent n'importe quoi. Il est d'ailleurs la preuve que ce n'est pas l'argent qu'on peut dépenser des millions sur quelqu'un et il ne deviendra pas quelqu'un de brillant s'il n'est pas... Je ne sais pas combien ils ont mis sur la formation de ce gars. Et il n'est pas capable de sortir un propos sensé quand il ouvre la bouche. Ce n'est pas une question d'argent. Non, c'est sûr. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont... C'est pas facile. Au départ, ils sont assez handicapés. Mais avec le travail, on peut arriver à tout. Je pense que le travail, c'est peut-être mieux que l'argent, en l'occurrence. Mais... C'est vrai. Je pense qu'il n'a pas assez travaillé. Il n'a pas assez travaillé, mais il a beaucoup dépensé. Donc, ça fait un peu nouveau riche intellectuellement parlant. Il est dans cette niche intellectuelle. Ouais. Beaucoup d'argent, mais rien à dire. Donc, j'ai compris que toi, tu ne seras pas le premier à
Non, non, à demander effectivement, non, ton… parce que en particulier, c'est que, par exemple, le vaccin Moderna, il utilise des technologies un petit peu particulières qui n'ont jamais réussi en réalité. On n'a jamais réussi à utiliser le vaccin Moderna. C'est-à-dire que le vaccin Moderna, ça marche comme ceci. Alors, contrairement au vaccin de type Pasteur, où on prend une… Alors, le vaccin de type Pasteur, on va prendre le virus en question. Il est inactivé. On va prendre un morceau de virus et on injecte un morceau de virus inactif. Ce virus ne pourra jamais se reproduire ou infecter la personne, mais il pourra créer une réaction qui fera que le corps humain le reconnaîtra la prochaine fois qu'il le verrait intact. Ça, C'est un c'est la peu comme méthode si tu… standard. Méthode standard, c'est un peu comme si tu prenais quelqu'un a peur des chats, tu prends un chat mort, congelé, tu lui donnes, ben voilà, regarde, c'est un chat, tu peux le toucher, il va pas te mordre. Donc, c'est à peu près ça. Hein, un chat congelé, coupé à la scie en tranches, recomposé, c'est toujours un chat visuellement, mais en fait, c'est plus un chat en réalité. Ah oui. Mais là, ce qu'ils vont faire, ils vont utiliser une technique proche des technologies OGM. Ça signifie qu'en fait, on va donner une sorte de RNA à la cellule, on va changer l'ADN cellulaire, de sorte que l'ADN cellulaire, on va rajouter du bagage génétique chez l'humain, et puis l'humain pourra produire des anticorps qui lutteront contre le Covid. On n'a jamais réussi à vacciner un chien ou un chat avec cette technologie sans qu'il meure. Ce n'est pas possible. Mais maintenant, ils ont beaucoup de cash, ils ont beaucoup d'investisseurs derrière, et puis ils ont les politiques derrière aussi, dans un climat d'hystérie, de corruption. Donc, on risque de pousser un vaccin pareil dehors. Ça peut causer des résultats qu'on ne connaît pas. Surtout qu'on va prendre, par exemple, une population de 60 millions de personnes et puis on va tous les injecter de ce vaccin. Imaginons que ce vaccin, sur 5 ans, peut causer, par exemple, une maladie neurodégénérative chez les gens qui ont peut-être telle ou telle caractéristique, tel ADN ou tel machin. On peut se retrouver avec 18 millions de morts dans 5 ans et puis on n'aura qu'à les enterrer en disant oui, mais bon, responsable mais pas coupable. À l'époque, je voulais vous sauver contre le Covid. Ouais, surtout que je pense que les labos ont été déclarés pénalement non responsables pour les… Ah oui, oui, oui. Alors, c'est vrai que j'aurais du mal peut-être à leur jeter la pierre sur ça, dans le sens où si quelqu'un attrape quelqu'un et le force à boire de l'eau de Javel, la victime ne peut pas aller se plaindre à la compagnie qui a fabriqué l'eau de Javel. Hein. Donc, les laboratoires, ils font quoi? Ils fabriquent un vaccin. Eux, ils garantissent rien. Eux, c'est leur meilleur, c'est ce qu'ils ont pu faire. Ce n'est pas eux qui le rendent obligatoire. Ce n'est pas eux qui le distribuent. Ce n'est pas eux qui insistent qu'il soit injecté aux gens. C'est l'État qui le fait. Donc, c'est l'État qui porte la responsabilité. Parce que le laboratoire dit, écoutez, moi, si ça ne tenait qu'à moi, je ne vous conseillerais pas de le mettre. Voilà. Donc, l'État force les gens. Et donc, puisque c'est la main qui tient le vaccin, c'est une main étatique, c'est l'État, donc d'une manière de dire le contribuable, qui devient responsable des résultats du vaccin. L'UK, d'ailleurs, il y a un site sur le site gov.uk, il y a une page qui dit que voilà, si on vous injecte un vaccin, c'est l'État qui est responsable. Si vous mourrez, vous êtes handicapé ou malade ou autre, on vous donne 120 000 livres hors taxe. Il y a un fonds de dédommagement maintenu par l'État. Donc, en termes de business model, comment on appelle ça? En termes de business model, c'est génial pour le laboratoire. Parce que si demain, BMW fabrique une voiture avec un système de freinage original et qu'un automobiliste se tue ou se blesse, BMW sera devant le tribunal. Elle devra répondre de cette nouvelle technologie. C'est comme Boeing qui est attaqué en justice pour son Boeing, c'est le 737 MAX, parce que c'est lui qui l'a vendu, donc il prend la responsabilité. Mais ce qui est génial dans le business model du laboratoire, c'est qu'il peut fabriquer un vaccin, mais en fait, il fait distribuer par l'État, et donc lui n'est pas responsable. Il sort de l'équation. C'est génial. Là, je pense qu'on a… Tu vois, encore une fois, je rebondis sur ce que tu viens de dire. On parlait des complotistes et des structures cachées. En fait, il n'y a pas besoin même de chercher de complot chez les laboratoires pharmaceutiques. Regarde ce qui s'est passé avec l'hydroxychloroquine de Raoult. C'est la ministre de la Santé, donc là, tout est officiel. C'est la ministre de la Santé qui explique que le laboratoire Sanofi lui a préconisé l'interdiction de l'hydroxychloroquine. Parce que pour les laboratoires pharmaceutiques, le pire ennemi, mais l'ennemi absolu, si tu veux, c'est la relation médecin-praticien avec son patient. Et le droit qu'a toujours eu le médecin de pratiquer un traitement qu'il juge adapté au patient. Ce lien-là,
les laboratoires pharmaceutiques ont toujours voulu le couper, depuis le début de l'existence des laboratoires pharmaceutiques. Et en fait, on voit ce qui se passe avec l'hydroxychloroquine. Encore une fois, moi, je ne suis pas médecin. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont revenus à moi en me disant comment tu peux soutenir, comment tu peux dire que pour moi, si tu veux, moi, autour de moi, j'ai des gens qui ont été littéralement sauvés par l'hydroxychloroquine. Je ne sais pas si ce médicament, il aurait pu être distribué dans le monde entier. Je n'en ai pas d'idée. Mais par contre, ce que je sais, c'est qu'il y a eu une volonté derrière d'empêcher les médecins de le prescrire. Et ça, il n'y a même pas besoin de chercher de complot c'est devant nous, en fait. C'est la ministre qui l'a dit. Donc, Je suis d'accord avec toi. Moi, je ne crois pas au complot. Je l'ai souvent dit dans mes vidéos. Je ne crois pas du tout aux théories du complot. Je suis contre ces théories-là. Moi, je crois que les choses sont ce qu'elles ont l'air d'être. Voilà. Quand quelque chose a l'air d'une arnaque, quand quelque chose a l'air d'une escroquerie, c'est une escroquerie. Ces choses-là, quand on les voit, on les reconnaît, pour utiliser une jurisprudence américaine. En fait, l'hydroxychloroquine, c'est vrai que c'était l'ennemi à abattre dès le début. C'est-à-dire que c'est un produit qui a été prescrit à des milliards de doses depuis la Deuxième Guerre mondiale, pratiquement. Il est connu, ça signifie que même les effets secondaires sont connus, maîtrisés, étaient vendus même sans ordonnance. Pour dire que les effets secondaires, c'était... Je parlais à un ami pilote ce matin, il m'a dit que quand il allait en Afrique, il en prenait. Il y a des gens, ils en prenaient en Afrique, qui vivaient en Afrique, ils en prenaient tous les jours sauf le dimanche. En fait, c'est parce qu'ils en prenaient 6 fois par semaine. Donc, et chacun avait sa pilule à la table, au repas, même les enfants. Et au moment où le virus est sorti, immédiatement, elle a été interdite, bloquée dans les marchés, retirée des pharmacies. Même les médecins qui ont leur âme et conscience, et d'après leurs études et leurs compétences et leur expérience, pensent que ce patient en aura besoin, ils ne peuvent pas lui prescrire par des blocages politiques. C'est quand même dingue. Moi, je vois que le prochain, si demain on avait une pandémie mondiale basée sur une bactérie, eh ben, au moment où elle commencerait, on interdirait les antibiotiques, on dira que les antibiotiques tuent, que les antibiotiques sont inutiles, et puis les antibiotiques ne sont utilisés que par les charlatans, et puis on laissera des gens mourir en nous disant isolez-vous à la maison, et puis on est en train de chercher un vaccin. Voilà. C'est du même niveau, en fait. Comment tu réagirais, toi, personnellement, si il y avait une politique de vaccination globale, forcée, en fait? Je ne pense pas que ça deviendrait global en termes de forcer, parce qu'il y a des pays qui n'y croient pas et des pays qui ne jouent pas le jeu. Il y a des pays comme la Suède, par exemple, il n'y a même pas de confinement chez eux, ils ne jouent pas le jeu. En tout cas, moi, ça ne passera pas par moi, la vaccination, c'est clair que non. C'est clair que non. Déjà, je suis contre les expérimentations animales, les expérimentations humaines. J'en ai parlé à une amie allemande l'autre jour. Je lui ai dit qu'est-ce que tu penses de l'expérimentation humaine? J'avais même pas fini ma phrase. Elle m'a dit oh là là. Elle m'a dit non, jamais en Allemagne, jamais on pourra expérimenter sur des humains. Pourquoi? Parce qu'ils l'ont déjà fait dans le passé. Donc ils en sont revenus. Alors la différence entre l'Allemagne et d'autres pays, comme l'Angleterre par exemple, c'est que les Allemands, quand ils ont été au procès de Nuremberg, ils étaient en tant que perdants. Donc, ils ont écouté ce qui se disait. Et ils l'ont écouté la tête basse, ça les concernait. Les British, quand ils ont été à Nuremberg, ils étaient pour pavoiser. Ils n'ont pas eu l'impression que ça les touchait. C'est comme un spectateur qui va à la tribune voir un procès pour viol. Il n'a pas l'impression que ce qui se dit sur le viol le concerne. Lui, il n'est pas là-dedans. Il n'était pas dans le box des prévenus. Donc, c'est vrai qu'en termes de sensibilité, sur l'expérimentation humaine, elle n'est pas pareille partout. Les British, eux, par exemple, potentiellement pourraient rendre le vaccin obligatoire, auquel cas je quitterais l'Angleterre. Carrément. C'est clair. Si vraiment ils disent vous vous vaccinez, ou bien vous ne pouvez pas vivre dans ce pays, ou bien vous ne pouvez pas sortir, vous déplacer, soit ils le rendent obligatoire, soit ils conditionnent la fourniture de services au vaccin. Ça signifie qu'ils disent tu ne seras pas soigné, tu ne seras pas assuré, tu ne pourras pas voyager, tu ne pourras pas rentrer dans le lieu public. À ce moment-là, on deviendra des pestiférés, la vie deviendra impossible pour nous. On devrait pratiquement porter un truc distinctif sur nos corps montrant qu'on n'a pas été vacciné. Et puis, à ce moment-là, ce que je ferai, je quitterai le pays. Je partirai. Mais il n'est pas question que je laisse une expérience. Et encore, je ne suis pas un anti-vaxxeur. J'ai été vacciné jusqu'au trognon moi-même. Ma fille est à jour dans ses vaccinations. Je ne suis pas un anti-vaxxeur. Je suis juste contre l'expérimentation sur l'humain. Je ne peux pas laisser
des politiques incompétents, des laboratoires corrompus et une société hystérique, forcer dans mon corps un produit développé dans les circonstances qu'on connaît aujourd'hui. Et je veux dire, c'est une catastrophe qui peut arriver. Et si on tue des millions de gens, on parlera de nous dans un siècle. Les gens diront, mais comment ils sont arrivés à ce génocide? Parce que c'est grave ce qu'on est en train de faire. L'UK a décidé d'ailleurs que le vaccin serait distribué même sans autorisation de mise sur le marché. Pourquoi? Parce que les autorités sanitaires, personne n'est assez fou pour mettre son nom sous une licence pour un produit qui n'a pas passé les phases de développement et de tests et de certification nécessaires. Les gens ne sont pas fous. Donc les autorités disent, on change les protocoles et puis on le distribue comme ça. Voilà. Moi, je les laisse faire. Ils sont hystériques. Celui qui veut se faire vacciner, qu'il le fasse. Encore, je me vaccinerai demain matin contre le tétanos. Je me vaccinerai demain matin contre la rage ou des choses comme ça si j'avais un risque. Si j'étais dans un... Genre, si je veux aller travailler avec des animaux ou autres, hein, je mettrai le vaccin de la rage. Bien sûr, je n'ai pas de souci avec ça. Par contre, jamais de la vie, je ne prendrai même pas un médicament ou je mettrai une crème ou un vaccin ou autre qui sera expérimental. Écoute, on va pas tarder à conclure. Je voulais juste dire un mot sur Israël. Parce que quand on a discuté au téléphone, tu m'as dit que tu avais été. Alors, j'ai vu que tu as été interviewé par un média Tandem. sur les réseaux, ouais, c'est ça. Et tu disais que tu étais le seul blogueur arabe sioniste, si je me rappelle bien. Donc, c'est pour ça que je sais que tu regardes un peu ce qui se passe là-bas. Tu disais au téléphone que tu avais été déçu par la façon dont ça s'était passé en Israël, où ça avait été géré, on va dire. C'est le cas? C'est le cas, oui, parce que moi, je me suis dit, dans tous les pays, peut-être qu'Israël vont pouvoir garder la tête froide, parce que j'ai l'habitude, quand je regarde Israël, c'est un pays qui est sous menace pratiquement depuis sa création. Depuis sa création, il y a des missiles qui pointent dessus, il y a des millions de gens qui veulent détruire ce pays. Donc, j'avais l'impression que les Israéliens sont du genre à garder la tête froide dans les moments difficiles, face à l'adversité. Et là, soudainement, je vois que j'ai des amis d'Israël qui me disent oui, on est enfermé et tout ça. C'est vrai que j'étais très inquiet et puis quelque part déçu aussi. Je ne m'attendais pas à une réaction pareille de la part de l'État israélien, mais je pense que pratiquement on allait même partout aujourd'hui. Oui, c'est sûr. Je pense qu'en fait, ce qui surprend, j'ai été très surpris aussi par ce qui s'est passé là-bas en Israël, mais je crois que c'est un phénomène dont peu de personnes parlent en Israël. Quand tu demandes à quelqu'un qui soit pour ou contre l'État d'Israël, il va tout de suite te dire que la variable clé, c'est le conflit israélo-arabe. Et en fait, si tu isoles Israël sans penser aux Palestiniens ou aux pays arabes, il y a un processus qui s'est accéléré en Israël depuis une trentaine d'années, je pense, qui est tout simplement l'occidentalisation du pays. C'est-à-dire que c'est un pays, déjà économiquement, le modèle, c'est le modèle américain. On a un secteur extrêmement compétitif, le secteur de la tech, avec les startups, mais on a aussi un nombre très important de pauvres. C'est un modèle américain. Quand tu vois ce qui s'est passé avec le Covid, tu retrouves les mêmes comportements qu'en Occident. La nomination d'un tsar du Covid, ils l'ont appelé là-bas, qui avait carte blanche, hôpitaux, cliniques, il avait même l'armée pour l'aider et les politiques qui se mettent en retrait. Donc, ça nous rappelle en fait ce qui s'est passé en Angleterre. Des blocages politiques, un Premier ministre, moi j'ai rien contre lui, mais un Premier ministre qui s'en va célébrer avec Trump l'accord de paix avec les Émirats arabes unis, alors que son pays est à l'agonie. Je veux dire, les gens sont en confinement, les enfants sont à la maison, il y a des millions de gens qui sont dans la pauvreté. C'est très occidental finalement quand tu regardes tout ça. Oui, en fait, en s'occidentalisant, le gouvernement israélien perd un petit peu de son âme, perd un petit peu ce qui le distingue, ce qui fait sa force en réalité. Parce que s'il devient occidental, imaginons que par exemple le gouvernement israélien devient comme le gouvernement français. Il commencera demain à ramener de l'immigration d'Irak et de Syrie et ouvrir les frontières avec les pays arabes. Je veux dire, il rentrera dans la même logique suicidaire que les pays occidentaux au bout d'un moment.
Euh, Alors aujourd'hui, je suis très content de voir que des pays arabes ont commencé un petit peu, comme le Qatar, les Émirats et tout, ont commencé à signer des accords de paix avec Israël. Et en Mhm. fait, au départ, honnêtement, au départ, j'y ai pas trop cru. Je me suis dit, bon, c'est juste des salam alek, ils le font juste pour. Mais en fait, non, ils ont créé des vols entre les deux pays. Ils ont commencé réellement à faire des choses très fortes, symboliquement Mhm. parlant. Donc, je suis très content parce que pour moi, je soutiens Israël et je pense que c'est aussi dans l'intérêt des pays arabes de passer au-delà de ce problème avec Israël. Réellement. Je pense que Ben, c'est dans. là, je te suis à 100%. Je pense que ce qui est en train de se passer, mais c'était inévitable. C'est-à-dire que on le sait, toi et moi, tu en avais parlé dans tes vidéos, les Palestiniens, si tu veux, c'est un concept qui a été piloté par l'Égypte de Nasser au départ et l'URSS. Et les Arabes et les pays arabes y ont vu un outil inestimable pour lutter contre Israël, pour s'en servir contre Israël. Le problème, c'est que les années passant, les décennies passant, je veux dire, Israël se trouve à un niveau qui n'est pas celui des pays arabes, et il y a des pays arabes. En fait, c'est juste les pays arabes se sont lassés tout simplement de cette cause. C'est très triste pour les gens qu'on appelle palestiniens parce que finalement, voilà, ils se retrouvent un peu les dindons de la farce, mais c'était inévitable, je pense, historiquement. Je pense aussi, c'était lassant et c'était un héritage toxique d'une période qui n'existe plus aujourd'hui, d'une Mhm. période qui est révolue. Mais voilà, la période passe, le temps passe, les pages de l'histoire se réécrivent, une nouvelle actualité a lieu, de nouvelles générations arrivent qui ont peut-être d'autres aspirations que de maintenir vivant des conflits datant des années 50 ou 60 ou 70 et correspondant à des régimes, à des politiques, à des forces qui existaient à l'époque qui n'existent plus aujourd'hui. Donc cette normalisation est très bienvenue. Maintenant, le problème, c'est que ces politiques-là ont brainwashé littéralement des millions de gens. Mhm. Et ces millions de gens-là, y compris des gens très jeunes, il faudra plusieurs générations avant qu'ils reviennent vers une vision plus équilibrée euh, d'Israël et des pays arabes et des relations entre les deux. Donc beaucoup vivent dans l'extrémisme et sont toujours coincés, on va dire, dans cette période-là. Mhm. Et je crois que il y va de leur bien-être, il y va de leur bien-être de se calmer sur ce sujet-là et de regarder, de développer une attitude beaucoup plus sereine et beaucoup plus saine par rapport à la situation. Sereine, c'est sûr. Euh, on va conclure. Alors là, j'ai pas envie que les gens finissent cette vidéo et se sentent déprimés. Mais comme tu dis, on parle de la réalité, donc on ne peut pas non plus l'inventer. On va peut-être essayer de finir sur une note positive. Euh, je vais commencer par moi. Je vais te dire ce que j'aimerais. Moi, j'aimerais que, tu sais, je t'avais déjà dit ça au téléphone, dans les démocraties qui sont en bonne santé, la classe moyenne joue un rôle très, très important, fondamental dans l'avancement de ces sociétés. Ça a toujours été le cas historiquement. Et la classe moyenne d'aujourd'hui, je vais essayer de pas être, je n'insulte pas. La classe moyenne d'aujourd'hui, si tu veux, elle fait pas le figure par rapport à ses aînés. Euh, je vais caricaturer, mais pour peu qu'ils ont un travail et qu'ils peuvent voir leur série Netflix et Amazon, bon, bah, confinement, vaccin, je veux dire, tout est bon. Et j'aimerais, en fait, c'est un souhait c'est aussi pour ça que je fais mes vidéos, c'est que j'aimerais que, voilà, que les citoyens essayent de plus questionner, de plus se poser de questions, d'arrêter enfin, d'accepter ou de suivre tout ce qu'on leur dit de suivre. Au mois de juillet en France, il y a une loi qui a été votée, la loi bioéthique, et je pense que la France, c'est pas le seul pays qui va transformer l'Occident. On va plus du tout avoir la même civilisation. Euh, J'avais lu que quand deux mères décident d'avoir un enfant, la loi stipule que les deux doivent partager la maternité. C'est-à-dire que l'ovocyte, tu vas la retirer d'une femme et tu vas l'introduire dans l'autre femme pour après ensuite le remettre. Je veux dire, tu sais, c'est la planète des singes à la fin du film, quand ils découvrent qu'en fait, ils se trouvent à New York et que les mecs ont appuyé sur le bouton. On est en train de se suicider en Occident et au mois de juillet, on a voté cette loi
qui d'ailleurs autorise les expériences d'embryons animaux avec d'embryons humains que tu mets dans des animaux. C'est complètement officiel, hein, ce que je dis. C'est la loi, je me rappelle plus du nom de la loi. Alors qu'en juillet, les citoyens en France, c'était Covid, 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 quoi. Alors que cette loi bioéthique, elle est beaucoup, beaucoup plus grave et beaucoup plus importante que le Covid. C'est mon Oui, souhait. J'espère qu'on arrivera à des sociétés qui sont un peu plus conscientes de ce qui se passe. Je l'espère aussi. Je l'espère aussi. Maintenant, le problème de la société ésavique, de la société, on va dire, occidentale, c'est que c'est une société qui a perdu sa spiritualité, qui a perdu le contact avec ses ancêtres, avec des valeurs, que ce soit avec des valeurs chrétiennes ou des valeurs civilisationnelles qu'elle pouvait cultiver. Et elle se projette dans l'immédiat, dans le maintenant. Et le problème, c'est qu'ils sont en train de faire des choses genre ce que tu as décrit par rapport à ça, par exemple ces deux mères. L'occidental moyen, dans quelques années, il finira par avoir un arbre généalogique en 3 dimensions. Ça va être extrêmement difficile de dire d'où il vient, d'où il va. Et en fait, oui. Et en fait, le problème, c'est que, comme disait quelqu'un, on devrait rendre service aux générations futures en détruisant l'hétérosexualité. Le problème, c'est qu'il n'y aura pas de génération future si tu détruis l'hétérosexualité. Mais bon, moi, je les laisse, mais je me sens très distant de ces gens, si tu veux. Je les laisse. C'était un zoo. C'était un zoo, je veux dire, beaucoup de respect pour les gens qui y vivent. D'ailleurs, j'aime bien les zoos et je trouve triste pour les animaux qui y vivent. Mais tu as une raison un motif d'espoir ou d'optimisme? Là, c'est la question la plus dure que tu m'as posée depuis le début. Donc, il aurait fallu, écoute, pour ce genre de questions, la prochaine fois, s'il te plaît, envoie-la moi une semaine avant et tu me dis, écoute, je vais te poser une question très dure. Attends, laisse-moi réfléchir. En fait, tu viens de me répondre. C'est que tu n'en as pas, en fait. Tu n'en as pas tout de suite, on va dire. Pas sur l'instant, non, mais je t'en trouverai et je t'écrirai. Alors, c'est comme il est dans les administrations. Tu sais, quand ils disent, on vous écrira. Ça. Hein? Rentrez chez vous, monsieur, et on vous écrira. Patient. Voilà. Soyez patient. Donc, je vais t'écrire quand tu verras un courrier arriver chez toi. Je te remercie. En tout cas, c'était très agréable comme discussion. Merci. J'espère que ça, je sais pas, les gens qui nous regarderont, j'espère qu'ils apprendront des choses ou même qu'ils se poseront des questions. Et un dernier mot sur la cathédrale qui est derrière toi, est très jolie. C'est la chapelle des Roselines. Elle est en Écosse et c'est la chapelle construite par les Templiers. Longue histoire. Wow. Bravo. Je te remercie, Aldo. Merci. Et bon courage à toi pour cette période d'incertitude totale. Et à très bientôt. À toi aussi. À très bientôt. Merci, à très bientôt. Bye bye.